Good afternoon to everybody. It's been a long day and hopefully a very pleasant visit to the exhibit here. And we thank very much Fondation S for this opportunity to come here and to at least get out of the hotel. That said, now we are going to have find out from the workshops kind of their conclusions, and we'll start, instead of 1, 2, 3, 4, we'll start with 4, if I may. Oh. Pardon. Voilà. Alors, on va y arriver. Il y a eu un petit changement de programme, donc c'est ce qui explique que ce soit moi finalement qui prenne la parole à la place de Juan. Je commencerai déjà par vous présenter nos sincères excuses. Je sais que le programme n'était pas censé se dérouler tel qu'il s'est effectivement déroulé. On a eu quelques petits aléas, mais je compte sur votre bonne compréhension pour vraiment faire de sorte que l'on puisse grignoter encore un petit peu de votre temps pour faire la clôture de ces deux événements qui nous rejoignent ici aujourd'hui. Je commencerai déjà par saluer la présence d'un certain nombre de personnalités dans la salle. Je m'excuse s'il y en a certaines d'entre vous que je ne mentionnerai pas, mais j'apprécie la présence de Madame la ministre d'État, le professeur Awa Marie Kolsek, qui est installée au niveau de la première rangée. Je souligne la présence également de Madame l'ancienne ministre de la Santé, le professeur Agnès Buzyn, qui est également là avec nous. Je reconnais la présence du docteur Agnès Soukat, qui nous vient de l'AFD et qui est la directrice du département santé et action sociale. Je reconnais également la présence d'un certain nombre de partenaires qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, notamment la Foundation S, représentée ici par M. Daouda Diouf. Nous avons également M. Benoît Miribel, qui est le président de la Fondation Une santé durable pour tous. Et bien entendu, nous avons dans la salle d'autres distingués invités. Je vois juste en face de moi Madame l'ancienne ministre de la Santé de la Guinée-Bissau, le docteur Magda Robalo, ici également présente. Je vous présente mes sincères excuses s'il y en a certains d'entre vous que je n'ai pas mentionnés, mais nous apprécions à sa juste valeur votre présence. Vous expliquez également le déroulement de l'heure qui va suivre. Nous allons démarrer dans un premier temps par la clôture du campus des solutions locales. Le campus a démarré ce matin aux alentours de 10 heures. Nous allons maintenant prendre le temps de regarder dans un premier temps une vidéo qui vous permettra d'apprécier à quel point est-ce que les effets du changement climatique sont ressentis sur la santé des communautés, notamment au niveau du Sénégal. C'est une vidéo qui ne va pas être très longue, c'est à peu près 4 à 5 minutes. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre monsieur Emmanuel Sec, qui est le directeur de Enda Énergie, qui pourra nous permettre de clôturer officiellement le campus des solutions locales. Ensuite, nous allons passer au forum qui a démarré hier matin au King Fahd et qui s'est terminé aujourd'hui. C'était un forum Une santé durable pour tous. Nous donnerons l'occasion aux 4 rapporteurs des groupes de travail de venir partager avec nous la synthèse de leurs travaux avant de passer à la cérémonie de clôture officielle du forum Une santé durable pour tous. Donc, s'il vous plaît, au niveau de la régie, si on peut lancer la vidéo avant de donner la parole à Emmanuel Sec pour son mot de clôture. Je vous remercie. Le Sénégal connaît depuis quelques années des phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Ces modifications impactent non seulement la santé, mais également les moyens de subsistance des populations.
On a aussi des rizières. On a perdu ces rizières à cause de la salinité. Voilà. Et vous savez que nous, on se nourrit avec du riz. Donc le riz et le mil, on est en train de perdre nos champs. Voilà. Donc on ne sait pas quoi faire, mais on se débrouille avec les moyens qu'on a. xorom boobu ci zone ba nga xam ne fi la génn presque day wàññi production bi rendement bi nga doon am pour nga am ko mënatoo koo am. Les changements climatiques ont impacté d'une manière négative, quand je dis bien, donc la vie économique, sociale et environnementale du village de Dionewar, plus particulièrement les pêcheurs et les pêcheuses. Quand je dis pêcheurs, c'est ceux qui prennent des pirogues pour aller pêcher au large. Donc ils sont obligés d'aller plus loin parce que les zones de pêche sont devenues plus loin. Et quand je dis des pêcheuses, c'est les femmes transformatrices qui vont dans les vasières pour ramasser les coquillages, qui est vraiment une activité génératrice de revenus pour ces femmes. man li ma seetlu moom at yi mujj nii moom si la avancement bi gën a gaaw fi ma taxaw tey jii kër gi sama gannaaw mooy troisième kër gi nga xamante ne xàmmee naa ko te ñaari këram a ngi si kanam yoo xamante ne daanaka presque ñu ngi si ndox mi. ndoxu taw bi daf ñu tere lu bëri parce que fii ñun mënoon nañ fee rambale ba def fii maraîchage mbéy fi te fii ndox mi moo bëri bu mënuñ fee béy fii dañ fiy lakk jën si lii bii dañ fiy lakk jën te fii dafa am ndox ba mënuñ fee lakk su néewoon ne comme ça dañ ko sëkkoon ba mu jëm si kaw ñu karo ko defar ko kon mën nañ fi di fi lakk te fii suñ ko sëkkoon ba mu rambale mën nañ di fi def maraîchage. Il faut reconnaître que le parc est périphérique à 17 villages. Ces villages sont soumis à l'effet des changements climatiques. Il y a beaucoup actuellement de populations qui sont informées par rapport à certaines maladies zoonotiques, comme la grippe aviaire que le parc a connue l'année dernière. Les maladies halieutiques qu'on rencontre ici dans la région de Gandiol, c'est surtout causé par les changements climatiques, de même que les problèmes d'arthrose, de même que les maladies respiratoires qu'on trouve ici dans le parc. Depuis ñu créé barrage de Diama ba tey Gandiol dafa am ay jafe-jafe ñu dem ba 2003 ñu daggaat benn canal ndax lan fexe lutter contre les inondations yi nga xam ne ñoo nekkoon Saint-Louis loolu nag moo ñu jural jafe-jafe yi ndox bi weex na nappe bi sore na tey pour nga am ay ndox mu neex foog nga def ay 7-6 kilomètres ba pare gas ay teen yoo xam ne day xóot Langue de Barbarie bi ngeen di gis muy bande sable bi dañu fi daan bay lu mel ne patate pastèque ak ay chou mais léegi nekkul am na yeneen feebar yu ñëw yoo xam ne ñun xamuñu ko woon te léegi ñoo koy dund lii yëpp soppiku jaww ji moo ko war. Malgré les défis, les communautés s'adaptent et trouvent peu à peu des solutions locales. Avec nos moyens, nos propres moyens, avec les initiatives locaux, de faire des barrages. Donc vous regardez ici, ce que vous êtes en train de voir, c'est le village qui a fait, piloté par l'alcali. L'alcali, c'est un chef coutumier qui a piloté le travail, donc c'est des cotisations villageoises. Donc toute la population était mobilisée donc pour faire ça qui est en face, pour protéger. Vous voyez bien les cimetières qui sont là. Et tout ce que ça représente, les cimetières pour les villageois, donc ils sont obligés de faire un barrage pour régler le problème d'avancée de la mer. Ay solution court et moyen terme la ñuy teg mais boo xoolee solution yi muy lu jëm ci wàllum pneu yi wàllum saak yi ñuy teg dafay permettre tout simplement de stabiliser le sol te tëm vague yi xamante ne day dal ci kër yi moom da koy mën a wàññi tuuti bu ko defee vague yi day ñëw dal ci pneu yi astaaku yi bu ko defee dëkkuwaay dina xaw a soulager wu un peu ci vague yi ni xamante ne ni moom noonu lay ñëwee ndaxte dafa jéggi dayoo. fukki famille am nañ ndoxu robinet de ndoxu robinet boobu ngay gis ci li ci ëpp dafa doon zone yoo xam ne dafa ndox bi dafa wex dafa saf xorom li ci ëpp ndoxu teen bi moom la ñuy naan ndoxu teen bi da ngay demaat zone yoo xam ne foofu zone yooyu da ngay fekkaat zone boobu ndox boobu day amaat xorom. ñu dem bay bëgg a dekkal tool bi ñun ñu daal di dem cotiser xëcc fële forage bi tiwa baa nga jaar nii ñu xëcc fële commencé di ci roose. bay dundee li nga xam ne moom la ñuy béy ñu soppar ñu ko pour njaboot gi jëfandikoo waat ko dañuy transformer mboq
dañuy transformer ñebbe fruits et légumes bi dañ koy def. boo gisee li doon indi xiibon bi ñàkk a xam méthode bi léegi nag ñu ne am na aliments yoo xamante ne équivalent la ci li nga xamante ne ñoom amuñu moyen pour jënd ko ci lañ ne nañ leen former ñii ñu former leen waaw comme ça boo amul moyen pour jënd lee mën naa lii aliment bi complément la farine enrichie bi waaye bañ ko dalee bi def ba léegi xiibon dafa wàññeeku. Ici en Ndangaan, dans le Sine Saloum, pour apporter notre contribution à ce problème, nous les jeunes, de temps en temps, nous allons replanter la mangrove, ce qui permet quand même à la mangrove de se régénérer et de garder cet écosystème intact, ce qui va permettre aux poissons de revenir, d'avoir plus d'animaux, que ce soit des crabes, que ce soit les petits poissons. À petite échelle, les populations instaurent des solutions locales, mais cela demeure malgré tout insuffisant. Face à l'ampleur des phénomènes, il est devenu essentiel de renforcer la résilience des communautés afin d'atténuer les impacts des changements climatiques. Parfait. L'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire voir à quelle échelle et dans quelle diversité est-ce que les effets du changement climatique se font effectivement ressentir au niveau de nos communautés, notamment au Sénégal. Rappelez également l'objectif du campus des solutions locales qui visait véritablement à mettre en exergue les solutions développées à l'échelle locale par les différentes communautés pour faire face aux effets du changement climatique. Il est dommage que certains d'entre vous n'aient pas pu visiter l'exhibition, mais nous avons eu à peu près 17 pays qui sont venus montrer leurs solutions et montrer à quel point est-ce qu'ils ont été en mesure d'être innovants pour essayer de régler les problèmes de leur communauté. Pour clôturer officiellement le campus des solutions locales, je demanderai à M. Emmanuel Sec de bien vouloir me rejoindre au niveau du présidium. M. Emmanuel Sec est le directeur de Enda Énergie. Il est par ailleurs nouvellement élu en tant que président du conseil d'administration du GNDR. Emmanuel Sec, merci, bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup, Ngisali. Bonjour à tous. Oui, on a vécu une belle journée remplie d'expériences et de partage. Ça a été certes un campus, mais moi je dirais que c'était un laboratoire. Un laboratoire certes de solutions, mais aussi qui a permis de faire un diagnostic. Je ne vais pas faire une synthèse parce que ça pourrait être prétentieux par rapport à tout ce qui a été partagé, mais je vais surtout présenter une note conclusive. Et pour commencer cette note conclusive, le regard que j'ai porté à cette journée montre que les changements climatiques sont l'une ou sinon la plus grande maladie actuellement au monde. Le diagnostic est connu de nous tous parce que les changements climatiques touchent toutes les couches de nos sociétés et tous nos secteurs d'activité. Mais tant bien que mal, nous avons pu quand même apporter des solutions. Les solutions que nous avons relèvent de nous tous. Elles commencent par notre foi au changement parce que nous sommes interpellés à faire cet effort-là et à trouver des alternatives durables. Mais surtout, déconstruire les idées que les meilleures solutions doivent venir d'ailleurs et comprendre que nous sommes embarqués dans un monde en quête de résilience et de sobriété carbone. Nous avons tous démontré aujourd'hui à travers les expériences partagées que nous sommes déjà dans une bonne dynamique. Parmi les expériences, nous avons eu des expériences de systèmes d'alerte précoce, d'accès à l'eau, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'agriculture, de systèmes de production résiliente et durable, de leadership des femmes, des maladies, des luttes liées aux maladies infectieuses, des aspects relatifs à la recherche,
climat, santé, mais surtout la formation. Je pense que ce campus a été une première et nous devons maintenir cette cadence à défaut de l'accélérer pour une transition juste et durable. C'est ce qu'a compris, je pense, la Fondation Sanofi en promouvant l'interrelation climat et santé. L'impact de cet appui, nous l'avons senti à travers les différents panels que nous avons. Nous avons eu des panels qui ont duré plus de temps, qui étaient alloués pour dire qu'on aurait aimé avoir plus pour échanger, mais surtout pour renforcer cette communauté de pratique. L'impact de cet appui commence à être perceptible sous différentes formes. En témoigne la démonstration des solutions parce qu'il y a eu quand même le marché de Adjamé où on pouvait trouver tous les ingrédients liés à la santé et au changement climatique. Vivement que nous puissions démontrer ensemble que nous sommes plus qu'une partie prenante de la solution, mais plutôt la partie prenante, quelle qu'en soit l'échelle. Et ça, les populations l'ont démontré aujourd'hui à travers les différentes expériences qui ont été partagées. Vivement la prochaine ou le prochain campus, parce que je pense toujours laboratoire des solutions locales, par, pour et avec les populations vulnérables en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur Emmanuel Sec. Je donnerai la parole maintenant à Juan, que je cherche des yeux, que je ne vois pas. Oui, Juan, you now have the floor pour la suite nous menant à la clôture du forum Une santé durable pour tous. Now I'm afraid to make another mistake. I apologize, please. That said, it's a moment to go back and to get feedback from what was happening at the workshops. So if I could invite on workshop 4, which was on moving forward on One Sustainable Health Institute Africa. Where's Dr. Traore? No, if you were the rapporteur, can you share and call on the moderator, Dr. Professor Shuli, if he may want to add substance? It'll be a surprise. Voilà. Yeah. Okay, Professor Shuli. So you don't have 2 hours, okay? You have maybe closer to maybe, let's say, for you, 6 minutes, okay? 6 minutes for me. Okay, thank you. I will try to stick to 6 minutes. Okay. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, honorables invités qui sont devant et puis tous les collègues qui sont derrière aussi. Donc, professeur Shuli était le modérateur. Il était accompagné du docteur Debré aussi. Donc, les discussions sont portées sur l'Institut One Sustainable Institute in Africa. Donc, nous avons discuté. Je vais dire les points qui ont été discutés ici. Le chair était professeur Awa Marie Cole, qui n'était pas là, qui s'est excusé. Et c'est pour cela que le professeur Shuli avait pris. Donc, moi-même, c'est Djibril Traoré. Je prenais les notes. Mais je vais raconter ce que les autres ont. Ils se sont mis d'accord. Et j'ai ajouté quelque chose aussi. Ouais. Donc, d'abord, ils ont regardé en Europe ce qui avait été fait, donc pour se baser sur ces modèles. Ensuite, on a discuté de l'idée d'établir One Sustainable
health institutes in Africa et en Afrique et d'autres régions. Mais l'idée avait été discutée à Berlin récemment, en octobre. Je vais vous dire ça exactement. Et ils ont discuté aussi du contexte. Pourquoi et s'il faut le faire en Afrique, qu'est-ce qu'il faut? Et les activités qu'il faut, comment aller en avant? Parce que l'idée est bonne. Et certaines recommandations. Okay, maybe I need to switch to English because I think that will be much more easy. Yeah. That's okay for everyone? Because I wrote it in English, so it might be good to discuss that one. Okay, the genesis of the idea of establishing a One Health Sustainable Institute was reviewed and discussed because in Europe they had One Sustainable Institute, and based on the global initiative One Europe for global health. And so during a side event, One Digital Health on October 14, 2024, just recently, 2 weeks ago, there was a session subtitled Opportunities Offered by Digital Solutions to Facilitate and Accelerate Health Equity and Access while addressing the fundamental challenges inherent to data research training and in the context of One Sustainable Health. So it cannot be done if you don't discuss with others. Okay, so that was discussed, and whether Africa will need such thing. Yes, the overall objective, everyone agree, consensus. There is a need to establish One Sustainable Health Institute in Africa. So there was no disagreement. Now, the next step is how to do it, how to coordinate the various research initiatives in Africa and where. They propose Abidjan and Dakar, where we are. So it will serve as a platform, a catalytic platform. So they discuss. The concern was not to duplicate any existing activities. So we agree on that one. And so it will be just for coordination purposes. So, and then it will strengthen the coordination and collaboration. So there's a need for it in that purpose. And so it should not threaten the existing effort by public health institutes, by other organizations like quadripartite and other ongoing initiative in countries. These are the positive side, but what exactly they wanted to achieve, it needs to be in the term of references. That's why they say it is better to elaborate a term of references to base on that one and where to elaborate that and when people are all over the world. So they need to gather together during forum or meeting or workshop. So to elaborate it. And that was a consensus. But when exactly, it was not said. But if I miss it, you just can say. Then another element which was mentioned, it was that there was not enough communication. But I paraphrase it in a different way. Group, if you disagree, you say it. But I think that's more, that will fit well. That's more advocacy and awareness campaign might be needed to promote the One Sustainable initiative and activities rather than relying on forum as a sole mean. Okay, that credit goes to me because I did it. Then another one, which I add, perhaps it might be good to start informing the key players
in One Health, international, regional, and local institutions about the initiative and identify the gap to be filled. I think that will make sense. Yeah. Okay. Those are a couple of points I added. I will end up with 2 slides to use the example in Europe, because in Europe some progress has been made. The group agree on that, but however, they think substantial effort is still needed to move forward in Europe. Dr. Debre is here. He mentioned that one. But for us to move on, we need to leverage on the big event coming, the G7, COP30, and others. And so we can still use international forum as well to move forward. The last point, common agreement, as a recommendation and conclusion, we need to elaborate the term of references specific to Africa. It cannot be like global. And any other region, maybe it needs to be context specific. And this term, the term of references will serve as a tool to move on as well, and with timeline. So it cannot be strict that we agree on that, but it needs to be something flexible. At least we need to have it as performance indicator. Then we need convergence between the sector and discipline and result-based action. So we need a result, but we rely on political willingness and support, and we count on other existing key players and their activity, and to align as well whatever activity will come out of the elaborating term of references. So thank you very much. And colleagues who were in the group, please feel free to add anything, or if I change anything you're not happy, forgive me, please. Okay, over to you. Thank you. How many minutes? 6, 5. It was closer to 8. Okay. Any comments from the group? Professor Shuli, anything to add? Okay, let's move to, thank you very much. Oh, thank you. I've been really, thank you. Okay, you can even take your computer. Yeah, okay, thank you. Workshop 3, if you would come up on AMR and One Health. So Teresa and Rodolphe. Will you present? You can use this. Yeah, you can sit here, might be more comfortable. Je vais mettre ça au milieu. Bonsoir. Nous, on a eu une session plutôt intimiste, mais très intéressante. Oh, so sorry. I'm Iftera. I'm from University of Montreal, and I was the rapporteur of the workshop 3 on antibiotic resistance. Okay, and my name is Rodolphe Meijder, Science Advisor at the International Center for AMR Solutions in Denmark, ICAS. Je vais continuer en français. Vous verrez le texte qu'on a produit, mais vraiment le summary, c'était One Health in Action. On a vu des exemples concrets, on a parlé pendant ces 2 jours, on a théorisé sur One Health beaucoup, et là on a vu vraiment des actions concrètes sur le terrain, ce qui était extrêmement intéressant. On a eu une belle introduction sur les risques de l'antibiorésistance, que vous connaissez sans doute. On va rappeler quelques points, mais qui sont bons à rappeler. C'est une menace, on pense que c'est le prochain tsunami, c'est une menace réelle
qui va tuer des millions de personnes et qui va tuer aussi des millions d'animaux et qui va provoquer évidemment des problèmes dans l'alimentation à travers le monde et probablement encore plus en Afrique qui est soumis à beaucoup plus d'infections. Et donc, la perspective One Health dans la lutte contre l'antibiorésistance, c'est une évidence parce que les micro-organismes qui sont porteurs de l'antibiorésistance, ou alors les gènes, parce qu'il y a aussi des gènes qui se baladent dans l'environnement, se baladent dans les animaux, se baladent dans les humains. Et donc, la perspective One Health, c'est complètement nécessaire pour résoudre le problème de l'antibiorésistance. En Afrique, l'antibiorésistance, comme il a été montré dans l'introduction sur ce workshop, tue à peu près 1 million de personnes par an, ce qui en fait un des silent, ce qu'on appelle le silent killer, c'est-à-dire plus que réunit le HIV, la tuberculose et la malaria. Maybe I can correct a little bit on this. Okay, sorry. So it's not only for Africa, 1 million deaths. It's in 2019, 1.23 million. I think now it's 1.17 globally. Ah, But globally. Africa Okay, sorry. has the highest burden per capita because of AMR. Sorry, my mistake. Et donc, ces millions de vies et cette problématique, évidemment, impose pas seulement un problème humain, mais un problème, évidemment, au niveau des animaux et des écosystèmes, et aussi une grosse pression sur les systèmes de santé, avec évidemment des conséquences économiques qui sont extrêmement importantes. Ce phénomène d'antibiorésistance, il est accéléré par les changements climatiques. On a évidemment plus tout est accéléré au niveau des infections, mais aussi flooding. J'en perds mon français. Les inondations qui augmentent aussi la prévalence de certaines infections. On a souligné effectivement, les participants ont souligné une problématique importante, c'est la capacité des laboratoires, l'existence des laboratoires pour détecter l'antibiorésistance, qui est une problématique qui est extrêmement importante. Et l'existence de plans d'action contre l'antibiorésistance, il y a beaucoup de plans d'action qui existent, mais qui ne sont pas nécessairement opérationnels, bien qu'on ait vu sur une timeline que cette opérationnalisation s'améliorait fortement au cours du temps. Je vais te laisser poursuivre. Ok, je passe en français, mais j'ai aussi les notes en anglais, donc je vais essayer de m'en sortir. Oui, en fait, on a voulu se focaliser sur le how, sur le comment dans cet atelier. On a mis en valeur les gaps qui sont importants dans les plans d'action nationaux contre l'antibiorésistance. On sait à peu près ce qu'il faut faire. On a identifié qu'il faut plus d'antimicrobial stewardship et d'infection prevention and control, que ce soit dans le secteur animal ou le secteur humain. Mais en pratique, une fois, comment on fait quand on est dans un pays, ça a été mis en évidence qu'on ne peut pas simplement, je devrais parler plus lentement pour la traduction aussi, traduire ce qui se passe dans le Nord, dans d'autres contextes, et typiquement en Afrique. Donc il faut toujours avoir une approche qui est très adaptée au contexte. Et donc nous avons eu 2 présentations sur des interventions qui se réalisent en Afrique. Il y avait les Farmer Field Schools, les écoles pour agriculteurs de la FAO. Il y a une intervention du Ghana avec Eric Koka, que nous saluons ici, qui était en ligne. Il y a aussi une intervention de AVSF sur un projet financé par l'AFD au Sénégal, sur le projet Tielal, qui vraiment démontrait une approche One Health pour faire la sensibilisation des acteurs localement, créer des comités One Health à l'échelle locale aussi, afin de pouvoir connecter toutes les parties prenantes au niveau local et faire un travail qui paraissait très intéressant sur un meilleur accès aux médicaments, des médicaments de qualité, un meilleur accès aux soins. Donc, on a essayé de parler pendant cet atelier sur quels étaient les facteurs très importants pour un succès à une intervention de terrain. Et il y avait 2 grands thèmes qui sont ressortis, notamment, il y avait le côté vraiment multi-stakeholder, vraiment impliquer tout le monde, et surtout dès le départ. Et on avait une discussion interactive sur la fin de la session sur le rôle du gouvernement.
Et dans le projet Tielal d'AVSF, c'était bien mis en évidence que le gouvernement avait été impliqué dès le début, et ce qui a favorisé l'implémentation du projet. Et aussi, maintenant, on passe sur du bottom-up. Je pense qu'on était top-down et on devient un bottom-up, où les comités One Health locaux, maintenant, recontactent le gouvernement pour pouvoir essayer de pérenniser toutes ces actions. Mais le gouvernement étant impliqué dès le départ, cela facilite ce dialogue en fin de projet. Donc, ce dialogue avec les gouvernements et avec les communautés apparaît essentiel pour le succès des interventions. Après, au niveau d'ICARS, nous, on a pas mal parlé de ce que l'on fait. C'est l'Intervention and Implementation Research. C'est le fait de créer des projets en partenariat avec les pays en développement pour tester sur le terrain des interventions de lutte contre l'antibiorésistance. Et il y a un co-développement qui dure quasiment 1 an souvent pour être vraiment sûr que le projet a le plus de chances d'être un succès pour la lutte contre l'antibiorésistance. Et voilà, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas simplement avoir une idée d'intervention et ensuite la mettre à l'échelle dans un pays. Il y a vraiment tout un travail sur l'implémentation de l'intervention. Et c'est ce que ICARS essaie de promouvoir maintenant. Vraiment, on sait un peu les grands ensembles, mais comment est-ce que l'on fait en pratique? On veut bannir les promoteurs de croissance en élevage, mais comment on fait en pratique? Si l'industrie n'est pas d'accord, si on peut toujours accéder à de la nourriture qui contient des promoteurs de croissance. Chaque contexte va être très différent. Donc, on a beaucoup parlé de ces aspects-là, de la nécessité de prendre en compte le comportement humain, le changement de comportement dans les projets et bien sûr la partie économique. On doit maintenant vraiment faire en sorte que les interventions de lutte contre l'antibiorésistance soient en fait bien pour le business, notamment pour les éleveurs, mais aussi à l'échelle d'un système de santé national. Voilà, donc à la fin, les discussions portaient, oui, sur la sustainability, sur la difficulté de mesurer l'impact des mesures de lutte contre l'antibiorésistance, notamment l'usage des antibiotiques. On essaie de le faire à ICARS, mais c'est très compliqué. Avec AVSF, c'était des indicateurs plus indirects. Et c'est très difficile de mesurer l'impact sur le terrain. Et je pense que c'est bon, peut-être. Est-ce que tu as eu d'autres choses? Complètement d'accord. So may I now invite Professor Ibrahima Seck and Max Claron, who is a rapporteur, to give us share with what was happening or what you decided on education and training and the hows. Hello, everyone. Good evening. This is a bit of a surprise. I found out that I'd be speaking approximately 2 minutes ago. On s'assied là? Ouais. But it is a pleasure. And so workshop 2 was on education and training, moderated by Ibrahima Seck. And on the panel, we had Yann Dutertre from Bioforce Africa, Bart Jensen, Director of Learning and Innovation from WHO Academy, Rachel Freeman, Associate Professor, Psychology and Social Work at the University of Namibia, Géraldine Collin, Country Director for Senegal at Soltis, Serge Zichueng, One Health Specialist at FAO, I hope I pronounced that correctly, and Serge Morand, member of the One Health high-level expert panel, was online. And so Professor Ibrahima started off with a quote
from the founder of the Galien, saying, for sure there can be no vaccine for peace, but the surest way to reach peace is education, and marking the importance of education along with other socio-environmental determinants of health. And so I'll go straight into the first question that was posed by the panelists, that was posed to the panelists, sorry. What are the challenges with implementing the One Health approach, taking an education and training perspective, and why it is important? So I'm going to try and summarize some of the points, giving an example for each of the questions that I thought was particularly tangible. So we started off highlighting that health centers are usually the first line of defense, and so their workforce are essential in having appropriate training for intersectoral threats, to be able to mitigate the impact of any outbreak, for example, in the case of a zoonotic disease, to the remaining population. Professor Rachel Freeman noted that knowledge is power, and making informed decisions is a very valuable weapon against poverty if we look at the broader social determinants of health. We heard of a great the Chilal project that you mentioned just in the workshop before from Géraldine, and a very practical challenge in implementing a One Health project in a community was getting people to work together. So getting a veterinarian to work with a doctor and other stakeholders that have never worked together, that don't use the same language, that don't use the same definitions or practices. And so this was really identified as a key point, at the beginning of the project. And then Serge Zituen mentioned that One Health is a disruptive approach, and it needs to be, it means that we need to review our current tools, frameworks, forums. And so there's a lot of fear of the unknown, and moving forward and not wanting to disrupt infrastructures and administrations that are already in place, and seeing how we can convert all this theory that we're hearing about into the skills that need to be acquired by frontline workers, veterinarians, and other members of the community to be able to have a holistic approach to health. Then Ibrahima Seck asked, what are any specific solutions? And I thought that the example given by Serge Zituen was very interesting on, I'm going to paraphrase now, so apologies if I'm not totally accurate, but on a continental program for the promotion of the One Health approach, where directors of veterinary services, environmental and forestry services, and human health services were all brought together as part of a program, 2 weeks in a park, where they would explore the ecosystemic benefits of working together. And so these are all people that work between the interface between politics and technical expertise. And so being able to have that tangible impact, seeing it in the field, apparently had great value. There was also the role of media was highlighted as being particularly critical for the dissemination of information and values around collaboration across sectors, but also at general public level on how we moderate our relationship with the environment. And then from the audience, we had the example of, we had a member from AfroHun, the African One Health University Network, and mentioned how they had helped facilitate the integration
of the approach into existing training courses across the continent, and how that had led to, they had done this by pooling teaching resources and helped put theory into practice across a wide range of curricula. However, the person identified that there's still a shortfall on the environmental side, and this was also brought up by Serge Morand online, saying that we need to integrate more environmental health specialists, ecosystem health specialists that have this systemic view of the interactions and have a longer term foresight as well. And so this discussion was summarized by Professor Seck, and I'm using the 4 pillars of the One Sustainable Health Declaration to kind of categorize these. I'm going to start with data and evidence. Professor Seck, you started by saying that we need to take stock of the knowledge of the different stakeholders in the audience. So this is across academia, but also professionals, the general public. And then if we take the public knowledge pillar, this evaluation needs assessment will help us adapt programs to the communities that we're engaging with. And what was very important was the complementarity across primary, secondary, tertiary, and then even professional training. And as Rachel Freeman said, as her last words, catch them early. We need it to be in primary education level to kind of ingrain the values of respecting our environments and our surroundings. You mentioned that it was important to mobilize domestic resources for sustainable financing of such programs. And finally, it was mentioned that our political leaders should be reminded of the importance of working together and how certain interventions can impact other sectors, and seeing those shortfalls to eventually work together to bring co-benefits together. Je n'ai rien à ajouter parce qu'il a tout dit. Merci. And now for workshop 1 on the One Health and the Pandemic Treaty. I invite John Amwasi and Catherine Urdaith to join. Well, thank you very much. We will try to summarize what was discussed during the panel. This panel was moderated by our colleague John Amwasi, who's co-chair of the Lancet One Health Commission. And within the panelists, we have actually Orkinet, who is the representative of WHO Ethiopia, Ricardo Moratelli, who's a scientist from Fundación Osvaldo Cruz, Germán Velázquez from South Center in Geneva, and Papa Seck, who's the president of PRESO, the international initiative. So the panel was quite interesting because, as you might know, there is a process of negotiation. A process of negotiation of the pandemic treaty being held in the last three years in the heart of WHO. And it has been there is been a recognition that there has been some improvement in terms of collaborations among countries to ensure that there is convergence and that we reach to an agreement in terms of the
facing future pandemics. We know that it's a difficult process, and the Bureau is trying to make the best to reach to an agreement and to also ensure that the pandemic will not inflict into what is the national process and national decision making. So the panel had an overview in terms of the current status of the negotiation of the pandemic treaty, especially as they will be meeting in the next few days. I will start resume negotiations on the 4th of November. And we have to say that One Health has been in the convergence of the inflection point, I will say, the part of the negotiations, and sometimes is a divide within member states. Within the panel, there was discussions about how we ensure that equity and justice prevails, highlighting that one of the areas that is needed in terms of reduction of these inequalities for avoiding repetitions without the complexity that we faced during the COVID-19. So there has been a revision of what is the status of Article 4 and 5, which is the prevention, and Article 5, which is One Health specifically, in terms of how the colors, as you might know, in terms of the negotiations, they have colors right now. Either they are in brackets or they have colors. So Article 5, which is the article that is dedicated specifically to One Health, is mostly in green. That means that most of the languages agree. There is certain aspects that have not been agreed in terms of Article 4, which is the prevention part, which is mostly yellow. So the idea is to understand how they're going to advance in the coming negotiations. So it was not intended in these negotiations in November to have the negotiation of Article 4, but the Bureau is going to call for resuming the negotiation of that article as a whole. Within the panel itself, there was divergent opinion, and has been highlighted some of the areas that needs to be accepted in order for an equitable and fairly legally binding instruments that include One Health as a core focus of the prevention. And some of the areas that has been identified is that there is equitable access to vaccine and treatment, sustainable financing, the sharing of biological samples, and intellectual property. Another aspects that was identified is the political will to reach to that commitment, which also include data sharing and surveillance, which is one of the key issues within the pandemic treaty, and the actually dependence of external funding for implementing the pandemic treaty as a whole. One of the interesting part, as you might be have heard during this forum, is that there is a timing for the negotiations. So there is quite divided in terms of if the negotiations is going to finish now with the INB 12, which is the negotiations that is going to happen in the coming days, or if will be required a special session of the executive board, or if it will be finalized in May. So that was one of the questions that it was conducted during the panel. So some of the panelists said that is not the fact of concluding as soon as possible. It's the fact that if it's concluded that it is an agreement that is sufficient, incorporating what is needed to prevent outbreaks and to really not repeat what we had during COVID-19. Some other were optimistic that the agreement, all the negotiation will be finalized as soon as possible. That means that by May in the 78th World Health Assembly, there will be a final text for adoption. So also the panel identify way forwards for the process of negotiations. Finding conversions between articles that are being right now stuck in terms of the negotiation, promote the participation of small delegations, which has been a quite big issue for those delegations that are not able to be present in the negotiations,
as well as the possibility to have other type of modality outside of the informal negotiations. That mean including civil society, academia, and other multi-stakeholders in the process of negotiation. So as a way forward for implementation, there are 4 key elements that has been identified during the panel, which is capacity building, ensuring that there is sustainable finance, and also local adaptation and regional cooperation as a whole to be able to have a fair pandemic treaty. I think somehow the panel were really optimistic on the possibility to reach to an agreement and a fair pandemic treaty, but I will pass it to the moderator to add any other points that I have missed. Thank you. Well, thank you very much for that. I think a round of applause would do. It's a really wonderful summary of all the things we discussed. And just to add or to reiterate, the real challenge that we identified was also just the legally binding instruments which would be used to, as I say, enforce or make sure that this pandemic treaty is not only implemented, but is followed through. This is quite a challenge right now, and we are hopeful that although we believe this will be ratified eventually, maybe before the end of this year, but certainly before the next WHA, there is the need really to ensure that there are legally binding instruments which would ensure that this is actually done. And maybe this is one of the things that we need to keep on flagging, and hopefully this can be addressed in some way, shape, or form and advanced later as we move ahead. So thank you very much once again. I've been asked if everybody would stand up where you are because they want to take a picture of the room, the crowd, for the photographers before we go into our next part of the event. C'est lui le photographe. Il ne faut pas encore reculer, il faut qu'il traverse le mur. Pas trop grand angle.
Santé, environnement et social. Et on sait qu'on doit beaucoup travailler sur cet aspect social, sociétal, l'accompagnement des transitions des sociétés. On l'a vu avec les images tout à l'heure, et ce qui se passe ici aussi est une illustration. Donc, nous avons fait cette étape ici, nous poursuivrons à Lyon et avec, bien sûr, d'autres événements que je ne vais pas évoquer. Mais merci à l'Agence française de développement pour son soutien dans cette action que nous menons, parce qu'elle nous a permis de changer de dimension avec les partenaires du départ, la Fondation de France, la Fondation S, la Fondation Pierre Fabre, qui a rejoint aussi la Fondation SNCF, qui nous met à disposition Joël Larousse. C'est du mécénat de compétences, mais ça compte. Donc, ce sont des fondations qui soutiennent. Et en principe, on aura une fondation italienne, une fondation portugaise aussi qui vont arriver. Donc, il y a des fondations européennes qui s'intéressent à cette démarche. Et je rappelle, par des professionnels qui font un forum, qui font une coalition. Et nous suivons, nous ne pourrons pas diriger ça, nous suivons l'accompagnement qui vient de cet engagement libre que vous prenez à côté de vos engagements professionnels ou en plus. Et cette dynamique est importante. Et je me tourne maintenant vers Agnès Souka, parce qu'elle l'encourage, elle la soutient avec ses équipes. Et aussi, bien sûr, le professeur Alban-Marie Colsec, en leur disant merci pour cela. Merci beaucoup Benoît. Et du côté de l'AFD, pour ces mots de clôture, je veux commencer par dire à quel point nous nous réjouissons d'avoir soutenu cet événement, de vous savoir tous là, à la fois présents et de façon virtuelle. Et nous vous remercions vraiment de tout ce que vous nous apportez pour guider nos actions et nos investissements. Comme vous le savez, l'Agence française de développement, c'est une agence essentiellement financière, c'est une banque de développement. Nous aidons les pays à investir à peu près 14 milliards par an. Et toutes ces conversations qui ont eu lieu depuis ces derniers 5 jours nous guident, nous illuminent. Et personnellement, je vais rentrer à Paris avec beaucoup de nouvelles idées qui me sont venues en vous écoutant dans les panels, en visitant le village des solutions, en discutant au pause café, et en lisant les documents que vous produisez sur les différentes actions que vous menez, sur les projets que vous menez. Et donc, c'est vraiment, je me sens vraiment aujourd'hui revitalisée, pleine d'énergie. Et en fait, c'est votre énergie qui m'a été donnée. Et je suis personnellement immensément reconnaissante, et je sais que toute mon équipe est reconnaissante de tout ce savoir que vous nous distillez, que vous synthétisez, et qui nous permet, nous, de réfléchir comment mieux utiliser les fonds précieux qui nous sont confiés et à répondre à la demande des pays sur les enjeux aujourd'hui, qui sont vraiment au croisement des enjeux sociaux, de la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités et des enjeux environnementaux. Et c'est vraiment à cette intersection, je crois, que nous travaillons tous. Et pour répondre à ces enjeux, c'est des enjeux que tous les pays, auxquels tous les pays font face, et ce sont des enjeux mondiaux, ce sont des enjeux de bien commun mondial, ce sont des enjeux souvent qui sont des enjeux de survie de nos sociétés et d'évolution de nos sociétés.
Et les solutions ne pourront venir que de l'expérience et des connaissances qui viennent de tous. C'était vraiment un grand agenda collectif. Et donc, je voudrais d'abord remercier le professeur Awa-Marie Colset pour nous avoir accueillis. Pour nous avoir accueillis, mais au-delà de ça, vous avez été une pionnière de santé mondiale depuis de nombreuses décennies, je crois qu'on ne les compte plus, en fait. Et c'est absolument extraordinaire comment encore aujourd'hui, vous êtes pionnière sur l'agenda de demain. Et je suis vraiment extrêmement inspirée par votre exemple de continuer, non pas de se reposer sur des lauriers de succès passés, et que Dieu sait si vous en avez de ces lauriers, mais de continuer à regarder de l'avant et à apprendre, à identifier les enjeux et à rassembler toutes les communautés pour réfléchir à cet enjeu et à continuer à montrer le chemin, et en particulier aux plus jeunes, aux femmes, hein, le résultat du Forum Gallien, et puis à être encore aujourd'hui ce leader de toute cette société civile sénégalaise, de ces scientifiques sénégalais qui sont là, de vos jeunes élèves. Et vraiment, merci pour votre accueil et merci pour être ce leader mondial. Et aussi ce phare, et ça je peux le dire du côté Agence française de développement, ce phare de la francophonie, en portant ce qui unit dans notre expérience historique et notre expérience civilisationnelle des derniers 70 ans, de ce qui a pu nous unir et comment ce monde francophone a nourri également notre expérience française, nous a nourris, nous a fait grandir, nous a fait avancer. Et malgré toutes les difficultés du monde d'aujourd'hui et des fractures, nous croyons que vraiment toujours l'avenir est dans cette nutrition commune et ces échanges qui nous rendent tous plus riches, et que ensemble nous surmonterons les difficultés d'aujourd'hui et nous pourrons investir dans cet agenda de demain. Et donc, merci à tous nos collègues sénégalais qui se sont mobilisés de façon incroyable. Je vois les yeux fatigués devant moi. Tous les événements, je ne vais pas les lister parce qu'il y a eu tellement de choses qui sont passées dans les derniers 5 jours, les groupes de travail, le forum des solutions, les recommandations et le dialogue qui s'est établi entre ceux d'entre vous qui travaillent dans les communautés aujourd'hui, qui souffrent des inondations, qui souffrent de la salination, comme on l'a vu dans les différentes discussions, et les experts internationaux qui portent des voix dans les négociations de traités pandémiques, qui portent les voix au CDC Afrique, et de vraiment continuer à tisser les liens de cette communauté. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci encore à la communauté sénégalaise qui nous nourrit beaucoup dans notre réflexion. Et ce n'est pas un hasard si cette deuxième édition du forum Une seule santé pour tous et par tous a été ajoutée par le Sénégal. Cette deuxième session a lieu au Sénégal, elle ne pouvait pas avoir lieu ailleurs. Et puis merci à tous les experts qui sont là. Certainement un remerciement tout spécial aux invités d'honneur du forum, et qui nous apportent toute leur riche expérience académique ou de politique publique. Et merci à également toutes les équipes qui ont travaillé, l'équipe de la Fondation Est, l'équipe du Forum Gallien, l'équipe de la Fondation Une seule santé. Je sais que ça n'a pas été facile. Merci à Enda pour avoir été la colle qui a mis tout ce monde ensemble.
Et puis, je voudrais terminer en disant que l'Agence française de développement est vraiment 100% derrière cet agenda. 100%, ça veut dire avec tous nos outils financiers, publics, privés, prêts, dons, avec nos outils d'assistance technique, avec nos outils de développement de capacités et de formation, et que nous resterons engagés dans ce forum. Nous serons là pour le forum de Lyon début juillet. Nous serons là aux prochaines COP pour aider cette communauté aider à porter la voix de cette communauté, aider à mettre en place les systèmes financiers qui vont soutenir vos propositions, à mettre en place les systèmes financiers qui vont amener la ressource là où elle est la plus utile, auprès des personnes vulnérables, auprès des communautés qui sont affectées, et assurer que cette ressource permette de générer la créativité, la créativité locale, la créativité des solutions que ne peuvent trouver que ceux qui vivent la situation, que ceux qui sont au cœur de la difficulté de ces difficultés sociales et environnementales qui affectent la vie de tous aujourd'hui, tous sur l'ensemble de la planète. Et donc vous assurer que nous sommes là, nous sommes auprès de vous et que notre objectif, c'est d'apporter toute notre expertise financière, notre expertise d'ingénierie financière, notre expertise de projet pour vous aider à avancer et pour faciliter ce mouvement que vous portez aujourd'hui, ce mouvement qui unit les communautés, la société civile, les scientifiques, les fondations, le secteur privé et bien sûr les politiques et les experts de politique publique pour que ce mouvement puisse nous faire avancer tous sur ce chemin douloureux qui nous attend de l'adaptation aux crises environnementales et aux crises sociales. Merci, merci à tous. Et je passe la parole au professeur Awa-Marie Kolsek. Merci beaucoup, Dr. Agnès Soukat. Je voudrais juste prendre une minute pour une annonce d'ordre logistique. Donc, tous les participants qui sont là dans le cadre du campus des solutions locales, le bus est là. Donc, à la fin de la cérémonie, vous pourrez vous diriger vers le bus pour rejoindre l'hôtel. Voilà. Nous allons maintenant passer... C'est bon? C'est bon? Merci beaucoup. Je ne voulais pas que vous me passiez un petit mot. Je voulais quand même qu'on vous laisse la possibilité de gérer votre réunion et de gérer cette clôture. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui aussi pour assister à cette cérémonie de clôture. Et je voudrais dire que nous avons pu fédérer énormément de forces. Et vous avez parlé de forces positives, des portes qui vous donnent beaucoup d'enthousiasme maintenant. C'est parce qu'en fait, nous avons eu les personnes qui travaillent, qui font de la recherche et qui sont au quotidien en train de réfléchir aux effets du changement climatique, mais également à l'adaptation qui se fait. Mais qui se fait par qui? Elle se fait surtout par les communautés. Et c'est pour ça que le campus des communautés est pour moi aussi une activité qui a apporté je ne peux pas dire un plus, mais un grand plus à tout ce qui s'est fait cette semaine. Effectivement, cette semaine, nous avons commencé par le forum Galia avec un forum de jeunes, un forum de femmes et un forum scientifique. Et je voudrais, pour faire la jonction et faire des propositions, dire que j'ai été particulièrement vraiment attirée et
vraiment contente d'avoir pu assister au Forum des jeunes, qui ont énormément de ressources, qui ont beaucoup d'imagination, qui sont des vrais innovateurs, qui sont des leaders. Et pour moi, je pense, comme vous l'avez dit, comme les choses maintenant vont être beaucoup plus ouvertes, ce serait important que dans les working groups, il puisse y avoir des jeunes qui viennent justement de ce creuset que nous avons aujourd'hui, des jeunes étudiants, des jeunes innovateurs qui pourraient participer, comme vous l'avez dit, donc au groupe de travail, ainsi que les femmes. Les femmes ont montré qu'elles étaient vulnérables, mais qu'elles avaient plein de ressources. Elles avaient plein de ressources parce qu'on les a vues sur le terrain et le campus l'a montré encore. Elles ne se laissent pas abattre. D'ailleurs, c'est régulier pour tout. Mais là, elles ont montré aussi leur capacité d'adaptation, de résilience. Et je crois que ça se reflète tout au long de nos 3 événements importants. Je voudrais dire que c'était un plaisir pour nous d'accueillir le forum donc, de la conférence internationale OSH, donc One Sustainable Health by All. On disait for all, c'est vrai, c'est pour tout le monde. Il ne faut laisser personne à côté, mais il faut que tout le monde aussi s'implique. Et il ne faut pas que les gens attendent que tout soit fait pour qu'on leur dise « venez à la table ». C'était un peu l'esprit qui nous avait guidés quand nous avons proposé qu'on dise aussi for by all, parce que c'est vraiment important quand on parle notamment de multisectorialité et de sa mise en œuvre, c'est parce qu'on veut que tout le monde s'implique. Donc, je peux dire que c'était déjà Lyon, et même avant, mais on peut dire que Lyon a été un moment important pour nous tous, et nous avions fait la proposition, parce qu'on disait pourquoi on ne le changerait pas et qu'on ne le ferait pas dans un pays. Et nous nous sommes jetés à l'eau, et j'ai été le porte-parole des personnes qui se sont jetées à l'eau en disant pourquoi ne pas venir au Sénégal. Mais c'est plus un appel qui était un appel de l'Afrique. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, et c'est pourtant le continent qui souffre le plus du changement climatique. Et même des changements environnementaux. J'ai travaillé pendant 3 ans comme présidente du Comité national pour la transparence dans les industries extractives, et je peux vous dire que là-bas aussi, on se rend compte de tout ce qu'il y a comme, disons, éléments qui perturbent l'environnement. C'est vrai que c'est une aubaine, mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles les gens devraient travailler. Ils sont en train de travailler, mais ce n'est jamais assez. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Il y a également, pour moi, un aspect sur lequel on doit encore plus discuter et qu'on doit documenter, c'est celui de la gouvernance. On avance au niveau donc de tout ce réseau mondial, on peut dire de One Sustainable Health. On avance et à chaque fois, on s'adapte. Donc, cette flexibilité, je la trouve très intéressante. Ça évite justement qu'on soit une sorte d'institution et qu'on apporte toute la bureaucratie qu'il y a. Je voudrais vraiment dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré et qui m'a permis aussi de vouloir toujours être impliqué. Donc, venir faire cette réunion en Afrique, c'est aussi une manière de dire, c'est un wake-up call. C'est vraiment important qu'il y ait cette alerte-là. Et nous devons tous, puisque nous allons rentrer un peu partout dans le monde, être les avocats, et les avocats aussi de cette Afrique qui veut être au rendez-vous du développement, mais qui aussi a énormément de défis à relever et beaucoup d'obstacles. Et s'ajoute aujourd'hui tout ce qui est changement climatique et ses effets néfastes sur beaucoup de secteurs, mais aussi particulièrement sur la santé.
Et on parle aujourd'hui beaucoup de déterminants de la santé parce que c'est là où il y a cette multisectorialité indispensable. Mais également, quand on parle d'impact, on se rendra compte que l'impact du changement climatique est aussi pluriel. Et donc, c'est vraiment l'affaire de tous. Je voudrais, sachant que tout le monde dit on est fatigué, je vois même des gens qui font comme ça un peu, et moi-même je le fais, donc je crois que je ne vais pas me mettre à vraiment discuter de sujets que vous connaissez, mais je vais remercier. Et je voudrais remercier, bien sûr, Benoît et toute son équipe, et dire que c'est vrai que nous avons eu beaucoup de problèmes, que nous avons encore d'ailleurs beaucoup de problèmes organisationnels par rapport donc à ce que vous vivez. Et c'est vrai que sans doute, vous aurez parfois des frustrations. Peut-être les choses ne se sont pas passées toujours comme on aurait voulu. Mais sachez que c'est l'apprentissage aussi et que travailler en commun comme ça, ce n'est pas évident. Mais nous avons voulu tout faire pour que vous soyez bien accueillis. Et je voudrais donc remercier Benoît par rapport à cet effort, mais également lui demander de continuer cet effort-là pour que nous puissions terminer en beauté toute cette collaboration qui n'a, comme j'ai dit, qui n'a pas été facile, mais qui nous a permis de mieux nous connaître et également de mieux connaître les problèmes concrets que nous vivons et que nous allons vivre en étant ensemble et en créant ce formidable réseau que nous voulons même institutionnaliser. Donc tout cela, il faudrait que tout soit mis en place pour que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais remercier l'AFD, puisque l'AFD est votre bailleur, et également ENDA, qui a vraiment été là à nos côtés et qui va dans le suivi et quand tout sera mis en place, vraiment régler les dernières choses qui resteront après votre départ. Donc, tout est en place et j'espère que tout se terminera aussi bien que nous l'avons commencé. Je voudrais, vous me le permettrez, quand on dit en Wolof, ça vous nous faut de boppam. Mais je voudrais, ça veut dire, le savon ne se lave pas tout seul. Et moi, je voulais surtout féliciter et encourager mon équipe parce que ce n'était pas facile d'avoir une organisation aussi importante que le Forum Ghanéen et après encore avoir une journée ou deux même en commun, c'était back-to-back, donc ça a été énorme. Nous travaillons qu'avec des volontaires, nous essayons de faire les choses nous-mêmes. Et ce n'est pas évident de recevoir 400, 500 personnes en présentiel, pratiquement 2000 en virtuel, être dans un hôtel qui, j'ai dit, je ne veux plus l'appeler palace maintenant, parce que franchement, le King Fat, on devrait s'arrêter à ça. C'est un très bel hôtel qui a fait ses beaux jours, mais qui a aussi une capacité de pouvoir recevoir beaucoup de personnes, d'avoir plusieurs salles qu'on peut utiliser, d'avoir un hôtel qui a été dans certaines parties un peu rénové, ils ont essayé, mais franchement, il y a énormément de choses à faire. Donc, je suis parfois un peu désolée de vous avoir accueilli aussi dans un complexe, parce qu'il y a aussi la salle des congrès et tout, qui n'a peut-être pas apporté tout ce que nous aurions voulu. Mais si jamais mon équipe accepte qu'on ait encore d'autres possibilités de vous recevoir, alors là, je me dis, il faudrait qu'il y ait on va pousser pour qu'il y ait encore de plus beaux hôtels pour pouvoir vous accueillir. Mais ce qui est le plus important, c'est ce contact que nous avons eu. Et je voudrais aussi féliciter surtout ENDA et la Fondation S par rapport à ce campus. Ce campus montre encore une fois que ce sont les communautés qui doivent être au début et à la fin de tous les processus.
Et je félicite toutes les personnes qui ont participé et au Forum Galien et à la conférence internationale One Sustainable Health, mais également au campus. Et c'est une expérience extraordinaire. J'espère que vous aurez gardé des bons souvenirs. En tout cas, je vous souhaite à tous, à mon amie Agnès, à mon autre amie Agnès, je suis avec mes Agnès, parce que Agnès Buzyn aussi a été un grand ministre de la Santé. Nous avons été ministres ensemble à un moment. Je l'ai connue très vite, on a sympathisé très vite. Je suis contente qu'elle fasse partie de notre réseau, elle aussi. En tout cas, merci à tout le monde et je vais déclarer clos tous ces forums, en fait, qui ont eu lieu. Pas simplement, j'empiète parce que Edna a déjà fait sa clôture, mais on était tous ensemble. Donc, on fait encore la clôture du Forum Galien, de la conférence internationale sur One Sustainable Health, mais également du campus des communautés, car ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup.